Dans cet atelier, on essaye de comprendre comment on peut calculer la probabilité dans un générateur uniforme de tomber sur une valeur qui est en dessous d'un certain seuil qu'on fixe, par exemple 0,5 pour continuer sur l'exemple que j'ai donné tout à l'heure en premier. Dans cet atelier de simulation qui se trouve ici, nous fixons une coupure, un seuil, par exemple ici à 0,5. Vous voyez qu'ici j'ai réglé une coupure. Nous tirons 500 valeurs sur ce segment 0,1, exactement comme on l'a fait dans l'atelier précédent. Et puis le simulateur nous dessine un nuage de points dont la composante verticale ici n'a pas de signification particulière, c'est juste une commodité graphique pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Et on s'interroge, nous, sur la proportion de points qui, ainsi tirés aléatoirement, vont tomber en dessous de la coupure qu'on a fixée. Par exemple ici, avec la coupure réglée à 0,5, qu'est-ce que vous diriez des chances de voir qu'un point tombe en dessous de la coupure en question? Y a-t-il plus de chances qu'il tombe en dessous? Y a-t-il plus de chances qu'il tombe au-dessus? Intuitivement, on perçoit bien, si réellement nous sommes dans un mécanisme uniforme, on perçoit bien que, en réalité, la masse en probabilité est exactement la même à gauche qu'à droite de la coupure, puisque nous tirons sur un segment qui va de 0 jusqu'à 1, puisque toutes les valeurs le long de ce segment ont exactement le même poids en probabilité, alors c'est comme les plateaux d'une balance en quelque sorte, avec la réglette au centre qui représenterait en quelque sorte l'axe central de cette balance, il y a autant de chances de voir tomber un point en dessous qu'au-dessus. Donc notre intuition est la suivante, le point a autant de chances d'apparaître à gauche qu'à droite. Okay. Toujours avec la coupure réglée à 0,5, si je clique maintenant plusieurs fois sur le bouton tirer, je vois à l'affichage ici que l'interface me donne la proportion de points qui sont apparus en dessous. Ça peut être une indication. Je clique plusieurs fois et à chaque fois il me tire 500 valeurs et il dessine en bleu les valeurs qui sont en dessous de 0,5. En cliquant plusieurs fois sur le bouton tirer, j'examine l'affichage de la proportion ici de points qui apparaissent en dessous et je vois que cette proportion elle oscille. 49, 50, 48, 50, 52,4, 53, 48. Si je le fais un très grand nombre de fois, qu'est-ce que je constate? Je constate que ça fluctue, ça varie, la proportion n'est pas toujours la même, mais quand même, sur un très grand nombre de tirages, je réalise que ces proportions empiriques, ces proportions observées, tournent autour d'une valeur centrale qui a l'air d'être 50%. Pour en juger, je peux par exemple augmenter le nombre de points que je tire. Pourquoi ici la proportion de points change-t-elle? Pourquoi fluctue-t-elle? Eh bien, c'est l'effet de ce phénomène que nous avons appelé l'erreur d'échantillonnage dans les séquences précédentes. L'erreur d'échantillonnage, c'est l'erreur qui consiste à observer un mécanisme ou un phénomène aléatoire sur un petit nombre d'observations seulement, quand le mécanisme lui-même est défini potentiellement sur une infinité de valeurs. Donc pour vérifier qu'il s'agit bien de l'erreur d'échantillonnage qui provoque cette oscillation ou cette fluctuation de la valeur qui devrait normalement être 50% si notre mécanisme aléatoire était parfaitement respecté, je peux par exemple augmenter le nombre de points. S'il est bien vrai que c'est de l'erreur d'échantillonnage, en augmentant le nombre de points, je devrais voir cette erreur diminuer puisque notre échantillon ressemble davantage à une population infinie quand nous augmentons le nombre de points tirés. Si je tire par exemple 5000 points et non plus 500, je vois ici que la valeur de proportion de points qui tombent en dessous n'est toujours pas 50%, mais par contre, elle est beaucoup plus proche de 50% et la fluctuation que j'observe est en effet moins importante. Parfois, je suis légèrement au-dessus, 51%, parfois je suis proche de 50%, parfois légèrement en dessous, et je pourrais renouveler l'expérience un grand nombre de fois. Je découvrirai ici, au ralentissement près que cela provoque sur mon interface, je pourrais constater en effet, par exemple en passant à 50 000 points, je pourrais observer en effet que la fluctuation certes existe toujours, car 50 000 points ça reste un échantillon par rapport à l'infini, mais néanmoins que l'erreur d'échantillonnage diminue et que la fluctuation sur la proportion de points, ici en dessous d'une certaine coupure, diminue. Par conséquent, ce que je perçois intuitivement, ce que je devine derrière cette petite expérience intuitive, c'est que la probabilité, non plus la proportion observée, mais la probabilité de tomber en dessous de 0,5, elle est de 0,5. C'est en tout cas la valeur que très certainement je verrais apparaître si j'étais capable de développer une interface qui est capable de traiter une infinité de valeurs, un tirage d'une infinité de valeurs. Maintenant,
En déplaçant, alors je vais rediminuer mon nombre de valeurs à 500 pour avoir un ralentissement acceptable de l'interface. Si je déplace le curseur triangulaire vers la gauche ici de l'interface, c'est comme de déplacer un peu un filtre de fréquence sonore sur un appareil hi-fi par exemple. Qu'est-ce que je vais constater? Si je déplace mon curseur, le nombre de points bleus qui ont une certaine probabilité d'apparaître en dessous de ce curseur va diminuer. Il y a moins de chances de voir apparaître des points en dessous de cette position de curseur que j'ai fait exprès de régler à gauche, ou relativement à gauche du segment 0,1 ici, qu'il n'y en a de voir apparaître des points au-dessus de cette réglette ou de ce curseur. Ce qui signifie qu'il y a plus de chances de le voir apparaître à droite qu'à gauche, bien entendu. Si je la règle à 0,25 exactement pour fixer les idées, eh bien, ma proportion ici est à 25,8. Si je répète plusieurs fois l'échantillonnage, ce que je vais voir apparaître, c'est que la proportion de points qui apparaissent en dessous de la réglette tourne autour de 25%. Des fois c'est un peu au-dessus, des fois c'est un peu en dessous, mais on pressent, en renouvelant l'expérience un grand nombre de fois, que la proportion de points qui apparaît en dessous de la réglette est de l'ordre de 25%. Autrement dit, en espérance, c'est-à-dire en moyenne, très exactement 25%. Ça signifie qu'il y a plus de chances de voir un point apparaître au-dessus qu'en dessous. Combien de fois y a-t-il de chances en plus de voir apparaître les points au-dessus? Eh bien, 3 fois plus de chances de voir des points apparaître au-dessus qu'en dessous, car s'il y a en effet un quart de chance de voir apparaître les points au-dessous, il y a 3 quarts de chances de voir apparaître les points au-dessus, c'est-à-dire 3 fois plus. Il y a donc 3 fois plus de chances d'apparaître au-dessus, ou encore il y a 3 fois moins de chances d'apparaître à gauche qu'à droite de ce curseur réglé très exactement à 0,25 ici. Maintenant, si je règle la coupure à 0,9, cette fois-ci, il y a beaucoup de chances de voir apparaître des valeurs, c'est-à-dire des points en dessous de 0,9, et beaucoup moins de chances d'en voir apparaître au-dessus de cette position de curseur. Très exactement, il y a en probabilité 9 fois plus de chances de tomber en dessous de 0,9 que de tomber au-dessus. Il y a 90% de chances de tomber en dessous et 10% seulement de chances de tomber au-dessus. C'est-à-dire 9 fois plus de chances d'être en dessous qu'au-dessus. 9 fois moins de chances d'apparaître à droite qu'à gauche. Avec une coupure à 0,9, la probabilité est de tomber en dessous de 0,9 et donc en réalité de 0,9. Tout à l'heure nous disions probabilité de tomber en dessous de 0,25, c'est 0,25. Maintenant nous disons probabilité de tomber en dessous de 0,9, c'est 0,9. Initialement on aurait pu dire aussi que la probabilité de tomber en dessous de 1 tiers, c'est 1 tiers. Vous l'avez compris, un schéma commence à se dégager pour cette probabilité cumulée à gauche. Maintenant, si on essaye d'en déduire une proportion ou une expression générale pour la probabilité d'être en dessous d'une certaine valeur, on voit bien que le schéma qui apparaît est celui qui dit que la probabilité de tomber en dessous d'un certain petit x donné, que ce petit x soit 1 tiers, 0,25 ou 0,9, est simplement égal à petit x lui-même. La probabilité de tomber en dessous de 0,25, c'est 0,25. La probabilité de tomber en dessous de 0,9, c'est 0,9. D'une façon générale, on pourrait faire ce raisonnement pour n'importe quelle coupure petit x fixée, et on dira donc que la probabilité de voir notre variable générale grand X tomber en dessous d'une certaine valeur numérique petit x fixée est égale à petit x lui-même. Dans cette expression, vous faites bien attention de ne pas mélanger ce que représente petit x ici à l'intérieur de la parenthèse, et il vient représenter une valeur de la variable, tandis que quand on l'écrit à l'extérieur de la parenthèse, il vient désormais désigner une probabilité. Il se trouve que numériquement, dans la loi uniforme, numériquement c'est la même valeur, mais par contre ça n'est pas le même concept. Maintenant, si on doit en induire ou en déduire plutôt une expression générale pour la probabilité d'être au-dessus de petit x, de deux choses l'une, soit je suis en dessous, soit je suis au-dessus d'une certaine valeur de coupure choisie. Par conséquent, la somme des probabilités doit, quoi qu'il arrive, faire 1. Probabilité d'être en dessous de cette coupure plus probabilité d'être au-dessus de cette coupure doit très exactement faire 1. Par conséquent, si j'ai une probabilité petit x de tomber en dessous de petit x, j'ai une probabilité de 1 moins petit x de tomber au-dessus. C'est la probabilité qu'on appelle probabilité complémentaire, 1 moins x. Voilà. Dans cette
cet atelier, ce qu'on a réussi à faire émerger, c'est ce qu'on appelle la probabilité cumulée à gauche. On dit aussi la fonction de répartition, ça veut dire exactement la même chose. Et cette fonction de répartition, on peut la dessiner sous la forme d'une courbe linéaire qui nous permet de visualiser en effet comment la probabilité d'être en dessous d'une certaine valeur, par exemple 0,5, est très exactement égale à 0,5. Sur l'axe horizontal, on a très explicitement les valeurs de la variable. Sur l'axe vertical, on a très explicitement les valeurs de probabilité de tomber en dessous de la coupure fixée. Et la valeur qui est indiquée en entrée de cette fonction est numériquement égale à la valeur qui est en sortie de cette fonction, mais la nature des choses n'est pas la même. Ici, c'est une valeur de variable, ici, c'est une probabilité cumulée. De la même façon, la probabilité de tomber en dessous de 0,3, c'est 0,3. La probabilité de tomber en dessous de 0,9, c'est 0,9, et ainsi de suite. Vous comprenez comment la fonction de probabilité cumulée, celle qui, à toute valeur de x, associe la probabilité qu'on tombe en dessous d'elle, est simplement une fonction linéaire, et même plus encore que linéaire, une fonction identité. Elle vous redonne en sortie la valeur que vous lui avez donnée en entrée. Avec cet élément supplémentaire, avec cet outil supplémentaire, on va pouvoir terminer un peu notre détour. Il nous reste juste une étape à franchir avant d'arriver à notre but, c'est-à-dire de pouvoir écrire une expression algébrique explicite pour la loi uniforme. Il nous faut maintenant simplement déterminer quelle est la probabilité de tomber non plus seulement en dessous d'une coupure, mais à l'intérieur d'un certain intervalle. Ce sera la dernière étape avant de pouvoir déterminer l'expression algébrique de la loi uniforme.